Montagne en poésie, bonjour. En juillet 2021, la ville de Nantua créait son festival d'art gratuit destiné à promouvoir la culture et la création artistique. En 2023, du 7 au 9 juillet, durant 3 jours, autour du thème de l'eau, c'est plus d'une quarantaine d'artistes plasticiens, sculpteurs, peintres, musiciens qui animeront la ville. Montagne en poésie a souhaité rencontrer 3 de ces artistes. Florence Daudet, photographe, réside à Oyonnax, participe à 2 performances associant ses photographies aux voix de 2 poètes, Marilyn Bertoncini, qui anime aussi depuis Nice la revue en ligne Recours aux poèmes, et Christine Durif-Brucker, chercheuse en psychologie sociale à l'Université Lyon 2, qui écrit aussi des essais, des récits et de la poésie. Christine, vous vous préparez à participer à WART en tant que poète invité? Oui, je vais participer au Festival WART cette année, c'est la première fois d'ailleurs. Et à vrai dire, je suis très très heureuse d'apporter ma contribution de poète. Et je vais y participer avec la performance poétique qui s'appelle Poème d'eau, en partenariat avec Florence Daudet, avec ses photographies, qui seront donc exposées dans les jardins de la sous-préfecture. Alors ce sont des photographies de corps immergés, des corps que je trouve très musclés, tendus, en tension, dans une espèce de confrontation de corps à corps avec l'eau. Donc en même temps des corps qui glissent dans l'eau et des corps qui sont en combat. Donc on a cette confrontation aussi entre ces deux univers. Votre présence sur le festival WART fait lien avec la thématique de l'eau qui habite l'ensemble de vos recueils et dont on peut en citer quelques beaux titres. Le corps des pierres, Arbre au vent, Elle avale le lever du soleil, L'origine du monde de Courbet, Langue et surtout le petit dernier, La part du désert. Alors comment expliquez-vous cette présence constante de l'eau dans votre écriture? Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, on va dire que l'eau a une force intrinsèque, complètement mystérieuse, qui pousse, un petit peu comme la force corporelle, comme les forces qui sont qui agissent dans le vivant, dans le corps, effectivement. Donc l'eau est fondamentalement à voir comme le mouvement, comme le flux, et comme le rythme. S'il y a mouvement, il y a rythme. Donc elle est création. Cette dimension du mouvement suscite la création. Et puis en plus, l'eau, et c'est quelque chose qui me semble important, l'eau dessine le monde. Et elle dessine le corps aussi. Tout un paysage intérieur dessiné par les canaux de la circulation. Alors il y a le sang, mais il y a les énergies, puis il y a toute l'eau, mais on voit surtout de l'eau qui circule. On est composé, voilà, 80%, je crois. On est fait d'eau. On est fait d'eau. Et donc il y a une analogie qui est intéressante entre le corps et l'eau. Et puis ce qu'on se rend compte aussi, c'est que l'eau est en résonance avec nos états d'âme, avec nos peurs, avec nos blessures. C'est par l'eau, c'est près de l'eau, auprès de l'eau, que l'on comprend le mieux les mouvements de l'être, que l'on comprend le mieux les mystères, les obscurités de l'être. Alors bien sûr, on pense à Bachelard, qui dit que la nature retentit d'échos ontologiques, et c'est parfaitement juste. C'est-à-dire que les voix de l'eau sont les miroirs de nos propres voix. Elle nous raconte plein de choses qui nous concernent. Elle nous raconte les dessous de la terre, elle nous raconte l'intérieur des cieux, elle nous raconte le temps, elle nous raconte ce qui pousse, ce qui se retire, ce qui est en retenue. Voilà, l'eau, c'est vraiment tout cet écho, ces échos même, on va dire, avec notre vie psychique, avec nos états d'âme, avec nos rêves, avec nos entêtements. Voilà, alors autre point qui est important, c'est que l'eau, elle a un caractère insaisissable. Alors j'ai fait toute une étude avec les enfants sur l'eau, sur les usages et les imaginaires de l'eau, et ils ont beaucoup pointé cet aspect-là de l'eau. Son caractère insaisissable, imprévisible, elle file entre les doigts. Elle appartient à personne, on ne peut pas se fier à elle, on ne peut pas savoir où elle va aller, elle est complètement impressionnante d'instabilité.
Elle nous déborde tout le temps. Et ça, ils ont raconté dans les récits que j'ai recueillis. C'est extraordinaire, les histoires qu'ils ont pu raconter à ce propos. Et ils expliquent qu'on ne peut pas la tenir, l'eau. On ne peut pas la tenir. Et puis surtout, elle va où elle veut, elle change d'humeur subitement. Elle va chanter avec une mélodie, puis tout d'un coup, elle va se mettre à rugir, à crier dans des manifestations et des expressions qui sont inattendues. Celle de l'orage ou celle des pluies diluviennes, par exemple. Elle va être attractive, câline, caressante, et puis petit à petit ensevelir la personne qui s'approche trop, qui cherche trop à s'unir à elle, à se faire envelopper par elle. Donc il y a quelque chose de complètement destructeur, de complètement menaçant, et en même temps qui est d'une immense attirance. L'eau est fondamentalement attirante et fascinante. Un poème hindou que vous aimez à citer dit que l'eau est la loi du monde. Aujourd'hui, face à une extrême inquiétude écologique, n'est-il pas nécessaire d'intégrer la poétique de l'eau aux sciences de l'ingénieur pour essayer de tenter de rétablir l'équilibre du vivant entre, pourrait-on dire, le versant hydraulique et celui de l'esprit, du rêve? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que mes écritures de recherche et mes écritures de poésie se côtoient en permanence. Je suis chercheur, mais j'ai toujours écrit de la poésie. J'ai beaucoup manqué de temps avec l'université pour écrire de la poésie. Et du coup, j'ai beaucoup intégré de poésie dans mes propres écritures de recherche. Aujourd'hui, je me rends compte que très spontanément, j'écris de la poésie, enfin une partie de ma poésie en tout cas, en puisant à la source d'un certain nombre de matériaux que j'ai récoltés, de mes recherches, oui, que j'ai récoltés lors d'entretiens dans des dispositifs de narration, des recueils de récits, ou des matériaux que j'ai qui sont issus d'observations ethnographiques. Montagne en poésie poursuit son immersion dans les festivals de l'été de notre région avec un avant-goût du festival Wart qui se déroulera du 7 au 9 juillet sur les berges du lac de Nantua. La musique de Marc-Henri Arfeux que nous entendons ici accompagne la seconde performance d'Anasiud Memoriae avec Marilyn Bertoncini, poète, et Florence Daudet, photographe. Thèmes et modes artistiques sont entrelacés dans ces deux performances en apportant à chacune d'elles une création singulière. Quelque part, peut-être, retrouver la force et le tumulte d'affluents qui se rencontrent. Florence Daudet, comment s'est fait cette rencontre avec Marilyn Bertoncini? Le lien inattendu et très fort
qui s'est fait avec le texte de Marilyn, en fait, provient d'un travail qu'elle a mené de son côté, parce qu'elle s'est posé aussi un nombre de questions sur le temps, la vie, la mort, le passage, l'oubli, ce qui reste. Et quelque part, nos deux travaux s'appelaient par leur questionnement et leur absence de réponse. Ce sont là aussi deux affluents qui se sont rencontrés pour donner le livre d'Anasio Memoriae. Et je pense que comme deux fleuves qui se rencontrent, il y a un moment, le point de rencontre est assez tumultueux. Il n'a pas été facile de mettre en lien mes photographies et le texte de Marilyn, puisque les deux étaient constitués à la base. C'était vraiment deux créations qui étaient indépendantes. Mais comme la vie des fleuves, à un moment donné, ça se réunit, ça brasse, et ça va vers autre chose. Voilà, c'est ce que je pourrais dire du travail fait en commun avec Marilyn. Marilyn porte les mots, moi je porte des images. Voilà. Et ça fait le livre d'Anasio Memoriae, dont la performance du Festival Wart va retracer l'essentiel, la chair de ce travail commun. Marilyn Bertoncini, pourriez-vous nous spécifier le sens du titre de votre ouvrage ? Au départ, Damnatio Memoriae est une méditation sur l'effacement qui correspondait à une commande et un profond souci lié à la mémoire. Cette thématique de la mémoire est à l'œuvre depuis ma première publication, intitulée La dernière œuvre de Phidias. J'y ai interrogé ce qui advient des artistes et des œuvres au fil des siècles. Il n'en demeure parfois qu'un vague souvenir du nom, et parfois peut-être guère plus qu'un galet poli par la mer à la place d'une statue antique. Cette thématique irrigue l'ensemble de ma réflexion, c'est ce qu'indique également le titre Mémoire vive des replis, un recueil de souvenirs et de photos dont la mise en forme s'inspire de la démarche de Deleuze, analysant les plis du baroque dans son livre sur Leibniz. J'y prends conscience du feuilletage de chaque mémoire individuelle composée comme un millefeuille, de strates indissociables à la fin où se mêlent souvenirs personnels, souvenirs racontés et mémoire collective. J'avais choisi le titre Damnatio Memoriae en raison de l'impression très forte procurée par l'abolition volontaire du souvenir imposée par ce châtiment, la Damnatio Memoriae, qui effaçait de la mémoire collective tout citoyen romain ayant trahi les lois de la République. Toute référence à leur nom était supprimée, les représentations, portraits, sculptures étaient oblitérées. Il s'agissait d'abolir l'existence même du condamné. Comment l'écriture poétique et typographique accompagne-t-elle le sujet du livre ? J'ai cherché la meilleure façon de rendre perceptible la notion d'effacement par caviardage progressif du texte initial. Mais me manquait la notion de pli mémoriel, ce que je décris en effet comme les strates géologiques et temporelles de la mémoire. Je me réfère à Merleau-Ponty ou Bergson qui parlent le mieux de ce sujet, la mémoire comme un continuum sans cesse réactualisé où les couches remontent du fond et sont réécrites d'une certaine façon car elles s'ajoutent aux plus profondes, couche après couche. Et cette recherche de forme m'a amené à penser l'effacement de la mémoire collective ou individuelle comme une sorte de séisme lent. Perdre la mémoire, c'est subir un effondrement des strates de souvenirs accumulés. Et d'ailleurs, le mot souvenir, souvenir, indique bien l'origine souterraine de ce qui sourd. C'est un désastre, comme les mouvements de terrain regroupant un ensemble de déplacements plus ou moins brutaux du sol ou du sous-sol, par érosion, déplacement, chute de blocs, tassement, effondrement, coulée ou remontée de lave. C'est tout un ensemble assez similaire à ce qui se passe dans le rêve tel que décrit par les psychologues. La forme définitive du livre tente de simuler ce trouble pour le lecteur qui devrait être perturbé par les différents niveaux typographiques qui l'amènent à choisir un niveau de lecture sans cesse brouillé par la présence de blocs erratiques dans l'autre typographie. Comment s'est fait pour vous la rencontre avec Florence Daudet ? Alors que j'avais écrit des poèmes pour les photos de Florence Daudet sur l'église abbatiale de Nantua, Aubombre, Albombre,
J'ai eu la surprise de découvrir chez elle l'un de ces amalgames par superposition de photos de famille. C'est un thème qui m'a d'autant plus touchée que je n'ai pas beaucoup d'images de ma propre famille. En le voyant, il m'est apparu que son travail sur la mémoire autour de ces images souvenirs était un écho à ma recherche sur l'effacement et que les deux pouvaient constituer un bloc qui faisait sens, comme des facettes d'une même pierre taillée, en voyant des éclats différents, ramenant au cœur du problème de la mémoire vive qui s'éteint. Il n'est pas facile ensuite de trouver un éditeur qui s'implique dans la publication d'un tel objet et je suis très reconnaissante à Luc Vidal pour le soin qu'il a apporté à la réalisation du livre, qui est un objet autant textuel que doublement visuel. Et je remercie aussi Laurent Grison qui explicite en historien de l'art dans sa préface notre projet commun. Au cours de cette performance que vous proposez pour la première fois au Festival Wart, l'écriture redevient parole, son, image en mouvement, une expérience quelque peu surprenante que vous souhaitez faire vivre aux spectateurs. Florence a réalisé une vidéo pour la performance Damnatio Memoriae de Wart, afin qu'elle serve de fond visuel à la lecture. Et nous avons demandé à Marc-Henri Arfeux, ami poète et compositeur, de nous créer une musique, ce qu'il a fait en exprimant de son côté ce que lui inspirait le thème à partir du texte et de la vidéo. C'est donc une performance sur 3 niveaux qui est proposée aux spectateurs, l'estrade visuelle, musicale et vocale se déroulant puisqu'il y a temporalité, afin de les plonger dans l'atmosphère troublée et troublante qui est celle de la perte, de la damnation, de l'effacement, une expérience certainement angoissante, mais qui est l'inéluctable destin de la mémoire de chacun. Est-ce que pour vous, Florence, la photographie serait une prise de conscience de la condition humaine, de l'issue mortelle du destin de l'homme ? Oui, la photographie relève de ce paradoxe saisissant qui porte à la fois la trace de nos vies et la preuve de leur effacement. Puisque la photographie nous révèle, mais elle nous survit. Elle est, lors de la prise de vue, un cérémonial de lien, pour beaucoup de lien familial. Elle peut devenir signe sociologique, bien sûr, ethnographique, mais elle porte dans sa fibre profonde le lien des uns aux autres. Alors, tant par le regard offert par le photographié que par le regard porté par le photographe. Et cet échange de regards, à l'instant de la photo, saisit le temps des vies humaines. Et ces vies humaines, elles ont pour vocation de disparaître. Mais la photographie, elle survit. Elle est finalement plus forte que nous. Alors dans mon travail nommé Amalgame, j'ai voulu porter au maximum ce paradoxe du vivant et du mortel, qui sont brassés dans les photographies de famille. Et je me suis basée sur mes propres photographies de famille. Et j'ai un peu fait une archéologie des regards de mes ancêtres, mais qui furent enfants, dont j'ai des photos, des regards de moi-même, qui maintenant devient vieillissante et qui, de fait, me penche de plus en plus sur cette grande question du temps, du vieillissement et forcément de ma disparition. Comment avez-vous procédé ? Alors c'est un travail, quand je disais d'archéologie, oui, parce que je suis allée fouiller dans les tréfonds de l'histoire familiale, que j'ai prélevé. J'ai fait des coupes. Ces coupes, c'était les négatifs que j'ai travaillés, que j'ai scannés, que j'ai repris. Et après, finalement, je suis allée vers un autre aspect finalement plus géologique. J'ai sédimenté toutes ces couches. Et il en ressort quelque chose d'assez trouble, qui a aussi une certaine profondeur. La géologie, quand on s'y penche, mais on a l'histoire de la Terre qui nous a précédés. Les regards d'enfants de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents, cette candeur, cette innocence, cette envie de vivre que j'ai pu ensuite, moi, confronter à la réalité ou à ce que sont devenus ces regards et ces histoires plus tard, je me suis dit que c'était la même histoire que la mienne et que finalement
Bon, on part peut-être de l'innocence pour arriver à des choses plus sombres, mais c'est un peu la chaîne de la vie. Quand nous sombrons, d'autres regards arrivent, des regards plus jeunes. C'est un peu aussi cette chaîne de l'enfance à la mort que j'ai voulu retrouver et brasser dans ces images. Voilà. Pour Marilyn comme pour vous, est-ce qu'il s'agirait, par l'émotion contenue mais toujours vive, tenace dont témoigne l'objet artistique, de maintenir ce présent vivant et désireux? L'objet artistique, oui. Il maintient le présent vivant et désireux, oui. Il porte la trace des désirs, c'est sûr. Quand je vais parler à nouveau des regards qui m'ont vraiment saisi quand je me suis penchée sur ces photos de famille, ces regards porteurs alors un peu de curiosité, surtout des grands-parents, arrière-grands-parents qui étaient un peu saisis devant l'acte photographique, après qui s'en sont un petit peu dégagés quand ils ont grandi. Il y avait plutôt la fierté d'être pris en photo. Les photos de mariage aussi. Ce moment, le sacre d'une union dont on sait que les suites sont parfois difficiles, mais qui contiennent toutes ces étapes contiennent des désirs. Le désir du petit enfant, enfin du garçon qui devient ado et qui veut avoir une carrière, etc., qui rêve d'être, je sais pas, marin, peintre, écrivain. Ça se voit dans les regards. Je dirais aussi s'il y a du désir, il peut y avoir aussi des sentiments peut-être moins heureux. Il peut y avoir, pas de la haine, mais c'est hallucinant comme une photo d'une banalité totale. Une mère qui donne un croissant à son enfant. Dans le regard de la mère, il y a des choses qui sont enchâssées sur des années et qui sortent dans ce geste-là. C'est aussi la leçon mais mémorable de cette archéologie de photographie de famille que j'ai faite. Il faut se pencher sur les regards, il faut non pas imaginer, parce qu'ils portent vraiment des choses qui sont insoupçonnées, qui lors de la prise de vue ne sont pas prévues pour être dites, mais qui restent. Et il y a une double révélation dans ces photographies de famille. Bien sûr qu'on voit les événements, l'enfant quand il était à tel âge, etc. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus graves, qui se lisent dans les visages, dans les regards. Il faut se pencher, il faut faire de la micro-analyse des regards des photographies de famille. Alors quand je dis tout ça, je m'éloigne un petit peu du sujet d'amalgame, mais oui et non, parce que c'est aussi l'acuité de ces regards qui m'a vraiment profondément touchée quand j'ai regardé ces images. Je me suis sentie regardée par eux. Du haut de leur enfance, pour les parents adultes, du haut de leur place de parents qu'ils n'ont plus parce qu'ils sont morts, pour moi, mais ils me regardent encore, et mon propre regard, le regard d'enfant que j'ai donné aux personnes qui m'ont prise en photo. Bon, tout ça, c'est un maelstrom d'affect. Et oui, l'objet artistique, en l'occurrence amalgame, oui, il est là. C'est un sédiment volontaire que j'ai fait pour porter la trace finalement de ce courant. C'est un peu un courant maritime qui a apporté ces alluvions et qui a fait que je suis devenue ce que je suis devenue, mais j'ai été portée par forcément tous les êtres qui m'ont précédée. Et je pense que la photographie, oui, c'est un fleuve, et elle est à la fois fleuve et sédiment. Elle est à la fois le fleuve et le fond de la rivière. Voilà. C'est peut-être son histoire deuxième, mais qui est finalement la plus forte. L'arrêt sur image, au moment où on fait la photographie, il a son importance, mais ce que deviendra plus tard la photographie dans les mains de ceux qui la regarderont, c'est le vrai chemin de la photographie. Montagne en poésie, c'est fini pour aujourd'hui.
Rendez-vous du 7 au 9 juillet sur les rives du lac de Nantua pour la 3e édition du festival WART, un festival d'art qui accueillera le samedi 8 et le dimanche 9 juillet à 11h Danasio Memoriae, lecture vidéo, performance et exposition en mairie de Nantua, une durée de 20 minutes, avec Marilyn Bertoncini, poète, Florence Daudet, installation vidéo et Marc-Henri Arfeux, musicien. Et à 16h45, uniquement le samedi, poème d'eau avec Christine Durive-Brucker, Florence Daudet et de nouveau Marc-Henri Arfeux pour la musique. Signalons aussi dans ce programme très copieux, le samedi à 16h, la promenade poétique organisée par l'association d'eau Nantua, Quai en poésie. On se retrouve en septembre. D'ici là, restez curieux et profitez des vacances pour découvrir sur le site de Saute-Frontière ce qui vous attend à la Maison de la Poésie à Saint-Quitral. Bel été!